La CE prête à discuter avec Bagdad. Dans le même temps, les responsables du Congrès américain demandent à George Bush de tout tenter avant de déclencher la guerre. Violents affrontements entre les rebelles somaliens et les forces gouvernementales. Selon le mouvement national somali, Mogadiscio, la capitale, serait tombée. Il y aurait des centaines de victimes. Après la libération des anciens chefs de la dictature, 40 000 personnes ont manifesté. Cette libération, décidée au nom de la réconciliation, plonge une partie du pays dans le désarroi. 1991, Patrick Dupont joue la modernité. Marie-Claude Pietragala, 14e étoile de l'Opéra de Paris. Portrait d'une star très branchée, bien dans ses chaussons. Bonsoir et bienvenue pour ce dernier 19-20-1990. Et comment ne pas revenir sur l'événement qui a marqué cette année d'actualité, la crise du Golfe. Avant d'en revoir toutes les étapes, tout de suite, les derniers développements de cette crise avec une possibilité de dialogue. La CE se dit en effet prête à discuter avec Saddam Hussein. Mais côté américain, toujours la même fermeté, une fermeté que l'opinion publique et le Congrès commencent à contester. Correspondance de l'AFP à Washington, Dominique Schroeder. Autour de l'émir du Koweït sur son trône ne vaut pas une vie américaine. Le chef de la minorité républicaine du Sénat, Bob Dole, n'a pas mâché ses mots. Comme deux autres membres influents du Congrès, le démocrate Les Aspin, président de la commission des forces armées de la Chambre des représentants, et le démocrate Lee Hamilton, président d'une sous-commission des affaires étrangères de la Chambre. Tous trois ont mis en garde George Bush contre un excès d'intransigeance et l'ont appelé à redoubler d'efforts pour régler la crise du Golfe par la diplomatie. Un effort diplomatique doit vraiment être fait avant de décider d'entrer en guerre, a souligné Lee Aspin. J'aimerais que le président fasse encore un effort pour trouver une date pour une rencontre entre James Baker et Tarek Aziz, a dit Bob Dole. Les Américains veulent être certains qu'il a tout fait, explorer toutes les possibilités de paix avant que les premiers coups de feu ne soient tirés. Le sénateur Dole a soutenu jusqu'à présent la politique de George Bush dans le Golfe. Mais pour lui, le peuple américain n'est pas encore prêt à s'engager dans une guerre. Washington, Dominique Schroeder, AFP Audio pour le 19-20. Aujourd'hui, Saddam Hussein a appelé sous les drapeaux tous les réservistes de 17 ans et ce sont maintenant plus d'1 million de militaires qui se font face en plein désert. De l'invasion du 2 août à maintenant, comment en est-on arrivé là? Rétrospective des événements du Golfe avec Sylvie Levet et Rémi Goudicelli. Souvenez-vous, c'était à Koweït City. Il est 10 h du matin, le 2 août dernier. Les soldats de Saddam Hussein pénètrent le petit émirat, basculant du même coup la planète entière vers un risque possible de guerre. 6 jours plus tard, Bagdad proclame le rattachement du Koweït à l'Irak. La machine onusienne condamne l'agression, boycottage tous azimuts. Washington, le 8 août, George Bush juge nulle et non avenue l'annexion de Saddam Hussein. Il met en branle l'opération bouclier du désert. Des milliers de soldats vont déferler sur les sables d'Arabie Saoudite. Dans la foulée, l'Irak ferme ses frontières, début d'un très long cauchemar pour des milliers d'étrangers qui vont vite devenir les très médiatiques otages du président irakien. Le 10 août, au sommet du Caire, la Ligue arabe vole en éclats, les anti contre les pro-Saddam. 2 jours plus tard, Bagdad préconise une solution globale des problèmes du Moyen-Orient tout en ordonnant le regroupement des otages et l'encerclement des ambassades occidentales. Le 31, échec de la rencontre entre Tarek Aziz et Pérez de Cuéllar. Le temps joue contre la paix, déclarera ce dernier, et en faveur de l'Irak. Helsinki, le 9 septembre, le sommet Bush-Gorbatchev scelle le nouveau front anti-Bagdad. Le 14, viol de l'enceinte de l'ambassade de France en Irak. En représailles, François Mitterrand lance l'opération Daguet. Un mois plus tard, début de la libération au compte-gouttes des otages. Nous sommes le 29 novembre, date fatidique. Le Conseil de sécurité vote l'autorisation d'un usage de la force contre l'Irak si celui-ci n'a pas quitté le Koweït avant le 15 janvier. Le 30, Bush invite l'Irak à des discussions directes à haut niveau, début de la polémique autour des dates de rencontre. Le 6, surprise, Saddam libère ses derniers otages, mais affirme que la question palestinienne sera au cœur du dialogue avec Washington et renchérit de plus belle avec ce simulacre d'évacuation de sa population comme un jour de guerre. Hier, suite du feuilleton guerre des mots, le président irakien traite George Bush de Judas, lequel George Bush, pour calmer le jeu, confie dans une interview accordée au Time Magazine que Bagdad, il en est sûr, se retirera à temps. En clair, qu'il n'y aura pas de guerre.
Invité du 19-20, Basma Kodmadi Darwish, spécialiste du Moyen-Orient à l'Institut français des relations internationales. Bonsoir. Vous connaissez très bien l'Irak. Pensez-vous qu'un conflit puisse éclater après le 15 janvier? La stratégie de Saddam Hussein est d'éviter la guerre, quelles que soient les apparences, je crois, parce qu'il sait que dans une guerre, il perdra. Militairement, il ne peut pas faire le poids. Il sait que les Américains paieront cher, ce n'est pas une opération rapide et courte et peu coûteuse. Il sait qu'ils paieront en hommes et en matériel et surtout financièrement. Donc c'est très difficilement acceptable pour leur opinion publique. Et il mise là-dessus. C'est donc une stratégie du bord du gouffre qu'il mène. Et c'est pourquoi j'ai tendance à croire que à la date où on sera très proche du 15 janvier, il y aura un geste de la part de l'Irak. Il peut y avoir un geste de la part de l'Irak, soit pour accepter une date que les Américains proposeront, une nouvelle date, soit pour transmettre par l'intermédiaire de l'Europe un message clair qui est que l'Irak serait prêt à s'en aller de Koweït, moyennant certaines concessions, c'est-à-dire à certaines conditions. Voilà, justement, vous dites que Saddam Hussein ne veut pas la guerre. Quel compromis peut-il faire aux Américains? Il y a deux soucis de Saddam Hussein. Sauver son régime et sauver la face. Les deux sont liés, bien entendu. Sauver le régime, c'est qu'il veut obtenir, en échange de son départ de Koweït, une garantie de sécurité pour lui-même, pour son régime, pour le pays. Et ceci est une condition absolument essentielle. Il sait qu'en s'en allant de Koweït aujourd'hui unilatéralement, c'est-à-dire sous pression, il risque de tout perdre parce qu'il pourrait quand même, il n'a aucune garantie qu'il ne sera pas attaqué. La deuxième chose, c'est qu'il veut sauver la face. Et sauver la face, ça veut dire soit obtenir des concessions sur Koweït, c'est-à-dire la rectification de frontières, les îles, ses revendications vitales, qu'il considère vitales pour ses intérêts, ou bien un lien explicite, ou qu'il rendrait lui-même explicite, entre le conflit du Golfe et le conflit israélo-arabe. Ce serait là le moyen pour lui de jouer le héros du monde arabe et de partir de Koweït sans rien obtenir à Koweït, mais en ayant ceci en échange. Alors vous pensez véritablement à une solution diplomatique? Vous excluez complètement le risque de guerre? Je ne l'exclus pas complètement, mais je pense que la guerre est tellement coûteuse et que les conséquences en sont tellement difficiles à calculer que les deux parties veulent l'éviter à tout prix. Et aux États-Unis, je pense que la pression est telle sur le président Bush aujourd'hui qu'il cherchera lui aussi à l'éviter si c'est possible. En deux mots, si la guerre n'a pas lieu, cette région du monde va être complètement chamboulée, j'imagine. On n'imaginera plus la politique du Proche-Orient de la même manière. Même les pays arabes. Je dirais que même avant la crise du Golfe, et la crise du Golfe a illustré cela, l'Irak, dans le rapport de force naturel de la région, l'Irak est le pays qui domine. Militairement, politiquement, par sa population, c'est un grand pays qui peut dominer l'ensemble de la région. Donc dans le rapport de force, c'est l'Irak qui prédomine. La crise du Golfe, l'arrivée des troupes américaines et leur stationnement prolongé dans la région change ce rapport de force. Lorsque ces forces vont partir, qu'en adviendra-t-il? Alors soit les États-Unis pensent qu'on ne peut pas vivre avec ce rapport de force, et donc il faut mettre fin à la puissance irakienne, ou en tout cas la réduire et la frapper militairement, soit le faire graduellement, c'est-à-dire par un embargo militaire contre l'Irak, affaiblir l'Irak petit à petit. Et c'est là la hantise de l'Irak. Étouffer l'Irak. Basma Kodmadi Darwish, je vous remercie. Vous le disiez à l'instant, Saddam Hussein demande depuis longtemps le règlement du conflit palestinien en même temps que celui de la crise du Golfe. Depuis 3 jours, Israël et les territoires occupés sont secoués par des événements particulièrement violents et meurtriers. Tout cela à la veille de l'anniversaire du Fatah, la principale composante de l'OLP. Un nouvel attentat a eu lieu ce matin à Jérusalem. Le dernier bilan fait état d'un mort et plusieurs blessés. C'est une Palestinienne qui tentait de poser une bombe qui serait morte dans l'attentat. En Somalie, de violents affrontements entre les rebelles et les forces gouvernementales auraient fait des centaines de victimes, dont des civils, et la capitale, Mogadiscio, serait tombée aux mains du mouvement national somali. Des combats à l'arme lourde auraient eu lieu toute la journée. Correspondance de l'AFP, Michel Saillant. La Villa Somalia, le palais du président Mohamed Siad Barre, est en feu, affirment les rebelles antigouvernementaux. Le président Barre s'est réfugié à l'aéroport, dans une base militaire, protégée par sa garde. Pour les rebelles du Congrès de la Somalie unifiée, l'USC, la chute de celui qui a tenu la Somalie d'une main de fer pendant 21 ans n'est plus qu'une question d'heure. Les rebelles communiquent d'ailleurs par téléx avec le monde extérieur de la capitale même, à partir des quartiers qu'ils affirment contrôler totalement depuis hier. La radio nationale est toujours aux mains du gouvernement et a lancé un appel au cessez-le-feu. Le ministre de l'Intérieur a annoncé ce matin que les combats ont éclaté dans le quartier de Wardiglé, près du palais, opposant l'armée à un groupe de bandits. Selon des témoins, les combats ont fait de nombreux morts et des cadavres jonchent les rues du quartier de Wardiglé. Des maisons ont été incendiées et les habitants ont fui vers le sud de la ville. Après 6 mois de lutte armée,
Les rebelles de l'USC semblent en passe de renverser un régime qui a tenu tête pendant des années à d'autres mouvements rebelles dans le nord et l'est du pays. Nairobi, Michel Saillant, AFP Audio. En Argentine, les généraux responsables de la dictature vont passer le réveillon en famille. Ils ont en effet été graciés par Carlos Menem. Mais le grand pardon du président argentin suscite des réactions très vives à Buenos Aires. 40 000 personnes ont en effet manifesté pour dire qu'elles ne voulaient pas pardonner. Philippe Pister. Assassin, assassin, la douleur, la colère de ces femmes au foulard blanc, celles qu'on appelle les folles de mai en Argentine. Ces mères, ces grand-mères, ces femmes qui depuis 10 ans, tous les jeudis, défilent sur la place de Mai, portant les photos de leurs disparus sous la dictature militaire. La colère contre cette grâce accordée par le président Menem aux généraux responsables de ces 30 000 disparitions. Une manifestation jusqu'au palais présidentiel à l'appel d'organisations de défense des droits de l'homme, de partis politiques et de syndicats. Mais 40 000 personnes seulement, une manifestation qui n'a pas eu l'ampleur escomptée. Je pense que les gens doivent être très préoccupés par des raisons autres de type économique, par des problèmes qui sont d'ordre économique qui pèsent très fortement sur la population argentine et en même temps par une sorte de lassitude peut-être compte tenu que cette mesure a été annoncée déjà depuis bien longtemps. Je suis personnellement indigné pour cette mesure qui ne tient pas compte effectivement des droits élémentaires de l'homme, de l'intégrité de la personne humaine et en même temps qui répondent, je crois, à des pressions militaires très fortes. Cet après-midi, le président Menem s'est même vu contraint de rejeter une requête de l'ex-dictateur Videla visant à le dédommager, lui et les autres militaires condamnés pour leurs pratiques sous les années noires. Pendant 7 ans, ces généraux au pouvoir ont en effet torturé et tué des opposants au régime. Parmi leurs victimes, 2 religieuses françaises. Aujourd'hui, dans leur ville d'origine, dans le Doubs, les proches de ces 2 femmes sont amers, mais ils s'attendaient à cette décision. Reportage à Besançon de Raoul Advocat. Sœur Alice Daumont et sœur Léonie Duquet, toutes 2 originaires du Doubs, toutes 2 disparues en décembre 77 à Buenos Aires. Coupable, le capitaine Astiz. En mars 90, un tribunal français le condamnait à perpétuité par contumace. Aujourd'hui, la grâce du président Menem et la résignation pour les familles. Pas mal de souvenirs s'estompent, de souvenirs vivaces s'estompent. Le sentiment de révolte du départ, la révolte contre nous-mêmes, mais pas obligatoirement contre les autres, de ne pas avoir perçu ce qu'il aurait fallu percevoir tout au début, c'est-à-dire quand, lors de son arrestation, remis si elle était la même journée, la même nuit, c'était pas le lendemain. Après de ça, tout s'est écroulé. On ne peut pas reprocher à un gouvernement de prôner une politique d'amnistie pour d'anciens gouvernants. C'est d'autant plus vrai que la France elle-même, après la guerre d'Algérie, a posé ce problème de l'amnistie qui a été décrété. Le problème, c'est de savoir comment un jour on pourra rendre justice aux familles qui réclament de savoir où sont les cadavres de leurs enfants. Et à cette question, il n'y a pas de réponse gouvernementale par la grâce. En Albanie, l'hémorragie continue, hémorragie ou exode. Jour après jour, ils sont des centaines à passer les frontières. Immigration officielle, un pont aérien a été mis en place avec Israël et 500 juifs albanais vont recevoir leur visa de sortie. L'opération s'appelle tapis volant. Immigration officieuse mais non réprimée. Pour la première fois depuis 1945, ils sont déjà près de 2000 à avoir passé sans visa la frontière entre l'Albanie et la Grèce. Jean-Marc Pitt. Depuis quelques jours, une rumeur court en Albanie. Le gouvernement grec s'apprêterait à fermer sa frontière aux réfugiés de ce pays. Alors ils sont des centaines à avoir décidé de tenter leur chance immédiatement. À pied et dans des conditions climatiques rigoureuses, sans passeport et donc sans visa, ils ont pris le chemin de la Grèce. Au poste frontière, les gardes albanais n'ont pas bronché face à cet exode. Les 1500 personnes arrivées entre hier et aujourd'hui se sont regroupées dans les villes grecques de Filiadès et Sayada. D'abord logés à l'improviste chez l'habitant, dans les hôpitaux ou les commissariats, ils sont pour certains d'entre eux transportés vers le centre national d'hébergement de Lavrion, à 60 km au sud-ouest d'Athènes. Cette arrivée massive commence à inquiéter le gouvernement grec. Il a démenti avoir l'intention de fermer ses frontières, mais a également exhorté les Albanais d'origine grecque à rester dans leur pays en vue de la démocratisation inévitable.
Parmi les quelques 3 millions d'habitants de l'Albanie, 350 000 selon Athènes et 60 000 selon Tirana appartiennent à la minorité d'origine grecque. Une information en urgence, en Corse, le maire socialiste de Soveria a été assassiné, tué par balle cet après-midi. C'est le deuxième élu assassiné depuis le début de l'année. 1990 s'achève et les Français sont pessimistes, beaucoup plus qu'à l'accoutumée puisqu'ils sont 41% à voir l'avenir en gris. L'année dernière, ils n'étaient que 19%. Bien sûr, la crise du Golfe les préoccupe, mais c'est l'unification de l'Allemagne qui les a le plus marqués en 90. C'est un sondage Sofres-Figaro. Daniel Sportiello. Première préoccupation des Français, la réunification de l'Allemagne. Pour 74% d'entre eux, c'est l'événement le plus important de l'année 90. Après avoir applaudi la réunification, les Français en mesurent mieux maintenant les conséquences. Et les premières manifestations d'un ralentissement économique les inquiètent. À ces signes négatifs s'ajoute la menace d'un conflit dans le Golfe. Pour 56% des Français, l'invasion du Koweït par les troupes irakiennes est en effet l'autre événement majeur de l'année écoulée. Plus l'échéance du 15 janvier fixée par l'ONU approche et plus la peur d'un conflit armé grandit. Sur le plan international, c'est Gorbatchev qui apparaît pour 60% des Français comme la personnalité qui a marqué le plus de points en 90, loin devant George Bush. La 6e place de François Mitterrand montre le rôle de la France sur la scène mondiale. Sur le plan intérieur, le chef de l'État retrouve la première position. Michel Noir, juste devant Rocard, crée la surprise, puisque 28% des Français le mettent dans le peloton de tête. Un chef de l'État valeur sûre en période de crise internationale, un Michel Noir valeur refuge sur le plan moral dans le contexte des affaires et un Premier ministre malmené sur le front social. Mais si 41% sont pessimistes pour 91, 47% des Français cependant ne broient pas du noir. 91 en rose pour l'Opéra Garnier dans tous ses éclats avec le brillant succès remporté par le Don Quichotte de Nureyev, dansé par le corps de ballet et l'étincelant duo Patrick Dupont, Sylvie Guillem. Mais si l'Opéra Garnier brille de mille feux, c'est parce qu'une nouvelle étoile est née le 22 décembre dernier. Elle s'appelle Marie-Claude Pietragala. Portrait signé Nicole Bappel et Christophe Hérault. La grâce énigmatique d'un cygne noir, cheveux de jet, œil sombre, austérité piquante de ses origines corses, Marie-Claude Pietragala est la 14e étoile de l'Opéra de Paris. Dans les coulisses de l'Opéra Garnier, on se contente déjà de la nommer Pietra. Sacré sujet, né sûrement sous une bonne étoile, à 10 ans, elle fait ses premiers pas à l'opéra dans l'école de danse de Claude Bessy. Quand j'étais petite fille, j'étais surtout une enfant très turbulente, avec un trop plein d'énergie. Alors, ma mère m'avait mis à un cours de danse, mais j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu faire du judo, du karaté. En plus, j'étais un peu un petit garçon manqué. Donc, au départ, ça n'a pas tellement accroché. J'ai arrêté pendant une année. Et puis, au bout d'un an, c'est moi qui me suis pris un peu au jeu. Je crois que je me situe plutôt artiste danseuse. Et que j'ai vraiment une envie de m'enrichir dans tous les styles de danse. C'est pour ça qu'on a la chance à l'opéra de passer par du Béjart, Roland Petit, Cunningham, Maggie Marin, et faire aussi parallèlement tous les ballets classiques du répertoire, que ce soit le Lac des Cygnes, La Belle au Bois dormant, Gisèle, Roméo et Juliette. J'avais entendu dire que j'étais susceptible de devenir étoile, mais vous savez, ça a été une surprise pour moi parce que j'ai vraiment j'ai craqué, j'ai les nerfs qui ont lâché complètement. Et donc c'est bien d'avoir la sécurité maintenant, de savoir que ça y est. Marie-Claude est à tous les titres, aussi bien au point de vue classique, au point de vue néoclassique, romantique ou contemporain, une danseuse actuelle, quoi. Et donc c'est une des raisons pour laquelle c'était évident qu'elle soit nommée dans ces étoiles.
c'est avec cette superbe étoile que le dernier 19-20 de l'année touche à sa fin. La rédaction ne peut pas ou ne veut pas faire de prévisions arrêtées pour 91. Nous nous contenterons de relater les faits. Nous avons demandé aux spécialistes de la voyance de nous dire de quoi l'année prochaine sera faite. Agenda en forme de clin d'œil. Reportage Caroline Sins et Patrick Milerio. Boule de cristal, tarot, pendule, l'année 91 sera-t-elle ensorcelante ou désespérante? La Terre continuera-t-elle à tourner rond? Premier test, la guerre du Golfe aura-t-elle lieu? Non, je n'ai pas ressenti de guerre proprement dit dans le Golfe. En Irak, je vois la guerre. Les Américains vont passer à l'offensive bientôt et vont frapper très fort durant quelques jours. On parle du 15 janvier. Non, ça sera retardé. Je vois cela plutôt en février-mars. Et à l'Est, du nouveau? Les peuples seront à nouveau dans les rues, et particulièrement en Roumanie, où je pressens une seconde révolution. Et dans le reste du monde, alors? On va surveiller l'Espagne, aux alentours de la mi-année 91, donc aux alentours du mois de mai, mai-juin. L'Espagne, parce qu'il y aura une crise éventuellement de pouvoir à ce moment-là. Mais en France, qu'adviendra-t-il de nos hommes politiques? François Mitterrand sera en excellente santé durant cette année 91. Michel Rocard restera à la tête du gouvernement et sera extrêmement dynamique. Nos prévisions ne seraient pas complètes sans la famille de Monaco. J'ai ressenti que le prince Albert allait certainement se marier avec une jeune américaine. Et pour finir, nos vedettes du showbiz. J'ai vu des gros hommes de santé, par exemple au niveau de Serge Lama. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je vois Daniel Gibert revenir en flèche sur les ondes et sur les antennes de télévision. Comme vous le voyez, Élise, à la télé, on prend les mêmes et on recommence. Une confidence, il paraît que pour FR3, ça ira mieux dans 4 mois. Oui, ça va déjà très bien. Les voyants n'ont pas voulu nous répondre, ils n'ont pas voulu s'engager pour le tierce écarté plus qui se courra demain à Vincennes. Monsieur Courtine est beaucoup plus courageux. Il vous conseille le 13, le 10, c'est son joker, le 11, le 17, le 15, le 7, le 14 et le 5. Il est 19h55, tout de suite le rappel des titres du 19-20, Florence Daucher. La CE pourrait renouer le dialogue avec l'Irak. Les 12 se réuniront vendredi à Luxembourg pour en débattre. Aux États-Unis, les responsables du Congrès prient George Bush de tenter l'impossible avant de déclencher la guerre. La Somalie, théâtre de violents affrontements entre soldats du gouvernement et forces rebelles. Les combats auraient causé la mort de plusieurs centaines de personnes. Mogadiscio, la capitale, serait déjà tombée. Quant au président Siad Barre, il aurait été localisé dans l'aéroport. Manifestation très importante en Argentine après la décision de Carlos Menem de gracier les généraux de la dictature. 40 000 personnes ont laissé exploser leur colère et leur indignation dans les rues de Buenos Aires. Le pays est en émoi. Et puis je vous rappelle cette information de dernière minute en Corse. Le maire socialiste de Soveria, Paul Mariani, a été assassiné, tué par balle cet après-midi. C'est le 2e élu assassiné depuis le début de l'année en Corse. Fin de ce 19-20, dans quelques minutes et traditionnellement les vœux du président de la République. Après cela sur FR3 à 20h10, la classe à 20h40. Les tribulations d'un Chinois en Chine, un film de De Broca avec Jean-Paul Belmondo et Ursula Andress. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 22h15. Soir 3, présenté par Marc Cosman. Il me reste à vous dire que toute la rédaction vous souhaite une excellente année 1991. À l'année prochaine, 19h. Bonsoir.